Radio Feu Geek présente l'émission Jeux vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Feu Geek. Alors autour de la table nous avons Florent. Bonjour. Thomas. Bonjour. Et JB. Salut. Donc nous allons parler de jeux vidéo cette fois-ci. Donc on va vous faire un petit tour d'horizon sur nos coups de cœur ou les prochaines sorties qui nous intéressent personnellement vis-à-vis des différents jeux vidéo qui vont sortir au cours de l'année 2017. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un jeu qui au moment où on va parler, l'émission sera diffusée, sera déjà sorti. Il s'agit de Resident Evil 7. Donc au moment où on vous en parle, moi j'ai déjà acheté le jeu mais je ne l'ai pas encore testé. Bien sûr que non, hein, tu m'attends. Voilà, c'est ça. Donc un vil personnage autour de la table a déjà joué à la démo, mais qui avait un petit peu peur en y jouant, a préféré y jouer à plusieurs, afin de... Si peu, c'est vous qui voulez me regarder, c'est tout. Moi, c'est suis ça. Un vrai homme. T'as dit, t'as joué à 5 minutes à Resident Evil 7, t'as vu un mannequin qui s'est déplacé tout seul et t'as fait, oh allez, j'ai désinstallé. Voilà. Donc voilà. Donc Resident Evil 7 qui est sorti le 24 janvier, et donc il y a quelques jours, et donc qui devrait en plus d'ici les semaines à venir sortir plusieurs DLC. Un premier qui sera gratuit et les suivants qui seront payants. Donc Resident Evil 7 qui un peu réactualise le genre du survival horror, ou pour cette fois-ci, à la différence des 3 derniers épisodes qu'on va dire 4, 5, 6 qui étaient un peu basés sur le même modèle de gameplay, s'effectuera cette fois-ci en première vue subjective, donc en FPS. Donc on a pu tester il y a quelques temps maintenant la démo qui était sur le PSN ou sur le Xbox Live, pour ceux qui sont sur ces consoles respectives, même sur PC. Et donc, dont certains gardent un souvenir. Bah oui, mais c'est bien, parce qu'on a un retour vers la peur. Moi, ça m'ennuyait les derniers Resident Evil, parce que c'était toujours la même chose. Bon, d'accord, il y a des monstres, mais au final, les monstres, on en tape dans tous les jeux. Et on n'avait plus peur. Alors que les premiers, c'est vrai qu'on avait peut-être l'impression de tirer sur des nuages de pixels, mais en même temps, un nuage de pixels qu'on sait pas trop ce que c'est, ça laisse de la place à l'imaginaire, et c'est quand même quelque chose qui est assez puissant, et donc ça nous fait plus peur que de jouer où on voit un zombie qui est super bien détaillé, et qu'au final on fait que de taper un monstre comme d'habitude. Ça devient tellement commun, quoi. Enfin, et là, effectivement, moi c'était le soir, il était 23h. J'essayais d'allumer un bouton, j'avais repéré que le mannequin était à gauche de moi, je me retourne, le mannequin est devant moi, oui, j'ai flippé, oui. Ouais, j'ai eu peur, et on retourne vers un truc qui fait peur. Il y avait le bonhomme qui marchait au-dessus du plafond, il faisait tomber de la poussière et tout, oui, j'ai eu peur, j'ai éteint. Et voilà. Mais ouais, ça fait du bien. Moi, je trouve que c'est bien de retourner dans autre chose, quoi. Alors, juste pour rebondir, donc je suis d'accord avec ce que tu dis, JB. Alors moi, je suis pas très connaisseur de la saga Resident Evil, même si j'ai pu y jouer un petit peu au précédent. T'as raison, je pense que le nouveau, le 7, pour la démo qu'on a joué, en plus, à la fois s'inspire des jeux récents qui ont remis la peur, on va dire, au centre du débat, et puis aussi sur les films, sur les films en général. Et par contre, par rapport à ce que tu disais avant des anciens Resident, je pense que justement à l'époque, il faut quand même le préciser, sur les premiers Resident Evil, donc l'avènement et les balbutiements de la 3D, à l'époque c'était une sacrée claque graphique, et on n'avait jamais rien vu d'aussi détaillé et tout. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai que, oui. Voilà, maintenant c'est vrai que je dirais, c'est comme tu dis, de la bouillie de pixels, quoiqu'on a quand même on a eu un très beau remake sur GameCube qui reste encore à l'heure actuelle de fort belle facture, on va dire, au niveau graphisme. Mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance différente, mais ça venait aussi du gameplay, puisque même parce qu'à chaque fois que tu rentrais dans une salle, quand tu rentrais dans la salle, tu voyais pas ce qu'il y avait au bout de la salle, tu voyais ton personnage, et t'étais là, et à chaque fois que tu franchissais une porte, tu faisais vu à la première personne d'ailleurs, tu disais, à l'époque. Autant donc c'était des angles de caméra fixes. Il y a une grosse inspiration d'un jeu français qui s'appelle Alone in the Dark pour les premiers Resident Evil, et donc avec des angles de caméra fixes. Donc effectivement le hors champ, comme au cinéma d'ailleurs,
donc qui permettait de créer ce sentiment de peur. Et aussi le fait est que les personnages étaient assez pâteaux à diriger. Le gameplay était fait vraiment exprès pour ça. Alors que, comme tu l'as dit, après, ça s'est vraiment tourné vers le jeu d'action pur et dur jusqu'à Resident Evil 6, parce qu'on a vraiment ce tournant, surtout à partir du 4. Le 5 a encore fait à peu près consensus, mais le 6 a été pas mal décrié. C'est pour ça qu'ils sont revenus maintenant avec l'horreur. Disons qu'en fait, le 6, c'est surtout qu'il y avait pas mal d'actions qui pouvaient être faites de manière physique, genre des coups de pied ou des coups de poing. Donc qui pouvait permettre d'enchaîner l'ennemi de manière beaucoup plus physique au détriment des armes ou certaines actions. Enfin, à partir du 4, par exemple, si on tirait dans la tête ou dans les jambes, s'il tombait à genoux ou qu'il se tenait la tête, entre guillemets, on pouvait aller au corps à corps pour enchaîner action physique. Alors que dans le 6, voilà, on pouvait directement enchaîner certaines actions physiques. Voilà. Oui, ça devenait un peu trop pété. Disons qu'il y avait pas mal, on sentait vraiment l'orientation action dans le 6, quoi. Et au détriment, on va dire, le 6, j'ai pas l'impression qu'on pouvait vraiment customiser, entre guillemets, les armes, etc. Alors que le 4 et le 5, on pouvait, par le biais d'upgrade, d'augmenter la puissance des armes, la vitesse, etc. Oui, il y avait une certaine gestion de l'inventaire et de l'armement qui était assez plaisant et qui a peut-être été un peu perdu et qui revient en force a priori pour le... Dans le 7, apparemment, avec le système des pièces ou ce genre de choses. Bon, c'est vrai que après la fin de l'émission, normalement, on devrait tester un petit peu le Resident Evil 7. Ouais, on verra. Donc peut-être on fera peut-être un petit retour là-dessus après. On est peut-être en train de s'emballer pour rien. Donc après, on va passer un peu à la suite. Alors donc, de mon point de vue, parmi les jeux qui m'intéressent personnellement, la suite d'un jeu qui est, un peu pour les connaisseurs du genre, on va dire, c'est South Park, l'Annale du Destin, en VO, South Park Fractured But Whole. Enfin, si on veut, un petit jeu de mots dans le sens l'anus fissuré, si on dit comme ça. Donc, qui en fait, le premier était un peu un jeu qui s'inspirait de l'univers de South Park, mais qui proposait aux joueurs une expérience en tant qu'un peu de RPG, avec l'acquisition de nouvel équipement, d'objets, on va dire, un peu quotidiens, mais dont la description faisait qu'en fait, un peu, c'était utilisé en tant que objet de soin ou objet pour les points de vie, points de magie, etc. Donc, qui était ancré dans l'expérience, dans notre univers actuel, mais qui s'adaptait un peu à l'époque médiévale, fantasy, etc. Donc là, on retrouve un peu le même système, mais en fait, on passe du médiéval au genre héroïque avec les super-héros, où on aura le choix d'incarner différentes classes de super-héros, inspirés des archétypes, on va dire, Marvel, DC, genre Flash, un peu Speedster, le bourrin, etc. Donc normalement dans la version finale on aura le choix entre 12 classes, et donc qui suit un peu le premier opus, le bâton de la vérité, dans cette suite qui se déroule quasiment juste après. Et donc, par contre, celui-ci sera plus tactical RPG, dans le sens où on pourra un peu déplacer les personnages, comme un peu sur un échiquier, et avoir quelques effets liés à ça. Par exemple, attaquer un personnage, s'il se heurte à un objet, il aura des dégâts supplémentaires, ou ce genre de choses. Donc, une approche un peu plus tactique. Petite précision aussi, par contre, pour le développement du jeu en interne, parce que donc c'est Ubisoft qui l'édite, mais c'est aussi pour ce deuxième épisode Ubisoft qui le développe en interne. Alors je sais pas exactement quel studio en a la charge, mais c'est un studio différent du premier, parce que le premier à l'époque a une histoire un peu particulière, puisque il devait sortir chez un autre éditeur qui a fait faillite entre temps, qui est THQ, mais qui depuis a rené de ses cendres, et donc le développeur
Developer, le studio développement qui était derrière, est un studio bien connu des aficionados de RPG, puisqu'il s'agit de Obsidian Entertainment, qui est donc notamment connu pour KOTOR 2, pour un jeu dont bien sûr j'ai oublié le nom, qui a été développé pour Sega, qui était un jeu d'espionnage, mais vraiment typé Mass Effect-like, etc., qui a une certaine cote auprès des joueurs, voilà, mais en tout cas Obsidian était vraiment, et toujours d'ailleurs réputé pour son écriture, et a fait beaucoup de progrès au niveau de la technique, parce que c'est vrai que c'est un studio de développement qui est né sur les cendres, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, des studios d'Interplay, donc il y a eu BioWare d'un côté, qui Black Isle aussi, donc on a eu BioWare d'un côté, et puis de l'autre, donc on a eu des entités comme Obsidian, voilà, qui est resté un petit peu d'ailleurs dans l'ombre de BioWare pendant des années, et là ils se sont refait la cerise récemment avec le retour à des jeux de rôle à l'ancienne comme Pillars of Eternity ou donc South Park, qui réutilise donc quand même les codes de CRPG, même s'il y avait aussi une inspiration, je crois, assez plus orientée RPG japonais pour les South Park. Tu confirmeras, Étienne. C'était un peu du tour par tour. Du tour par tour, mais assez, on va dire, dynamique, avec différentes classes un peu. C'est assez différent, je pense, parce que les autres RPG de ce type occidentaux sont plus sur de la pause active, en fait. Donc c'est un petit peu différent du tour par tour. Disons que c'était du tour par tour, mais bon, on a le temps de réfléchir à l'action qu'on va faire. Voilà. Donc après, voilà la différence en tout cas majeure au niveau du développement. Donc pour South Park, l'Anneau du Destin, la date qui est mise pour le moment, c'est le 31 mars. Donc il est prévu pour le premier trimestre 2017. Mais bon, la date du 31 mars a été mise entre guillemets dans le sens histoire, comme c'était la fin du premier trimestre. Donc il n'y a pas eu de date confirmée, mais ça devrait sortir dans ces eaux-là, ou au pire, on va dire deuxième trimestre 2017. Et il sera localisé cette fois-ci. Oui, disons qu'en fait, comparé à la première du premier South Park, le bâton de la vérité, où les voix étaient en VO, là, ce coup-ci, normalement, les voix ont été plus ou moins officialisées. Ils seront traduits en VF, et donc même dans les différentes langues d'autres. Donc il y aura, j'avais cru voir allemand notamment, donc il y aura anglais, français, etc. La principale langue européenne. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui lors du premier trailer du South Park, le bâton de la vérité, ils avaient doublé les personnages en VF pour le trailer, mais au final le jeu avait été en VO. Donc assez dommageable dans le sens où en fait le jeu dispose vraiment d'un doublage, pour la série VF, le South Park dispose vraiment d'un doublage de qualité. Donc et sachant qu'une petite censure, on va dire, pour le bâton de la vérité, normalement devrait pas y avoir cette censure pour l'Anneau du Destin, mais bon, c'est pas une censure vraiment ça. Elle est pas très très présente, quoi. Donc c'est pas de quoi de chier une pendule, comme on va dire. C'est bien résumé pour du South Park. Voilà, c'est ça. Bordel de merde. Donc alors, pour continuer, au niveau, toujours on va dire à peu près au niveau mars, il y a Nier Automata, qui est en fait une préquelle du jeu de RPG Nier, sorti il y a désormais quelques années sur PS3 ou sur Xbox 360. Donc c'est un jeu qui était un peu sorti, on va dire, un peu un RPG de niche, mais qui a su quand même concrétiser par le biais de son gameplay, de sa bande son de qualité, avoir acquis une certaine communauté, qui a finalement réussi à déboucher à cette préquelle, Nier Automata, donc qui sortira courant mars en Europe. Très étonnant effectivement de cette suite, puisque c'est vrai que c'était vraiment un jeu de niche qui a marché raisonnablement, mais pas des masses non plus, et de voir qu'il y a une suite, en plus quand même une suite on va dire assez prestigieuse, dans le sens où l'un des gros défauts du premier c'était sa technique.
Et là, ils ont fait appel à on va dire, un studio réputé au Japon justement pour sa technique, puisque dans l'ensemble on peut le dire, on en a déjà parlé lors d'articles ou d'émissions, les Japonais sont plutôt au train au niveau de la technique, mais on a un studio qui est très très apprécié et très réputé, qui est Platinum Games, qui est notamment composé d'anciens de Capcom, et pas des petits joueurs, puisqu'on a la plupart des créateurs de Resident Evil ou Devil May Cry qui sont maintenant là-bas, et du coup ils font pas mal en dehors de leurs propres projets, ils ont pas mal de sous-traitance. Par exemple, ils font les jeux Tortue Ninja ou Transformers pour le géant Activision, le géant américain, mais ils ont des projets plus personnels. Alors là, récemment, hélas, ils ont eu un projet qui a été annulé, qui était prévu pour être une exclusivité Xbox One PC, qui était Scalebound. Un jeu avec des dragons et un héros avec qui portait un casque, qui était assez inspiré finalement de Devil May Cry dans le propos, et qui avait l'air de tourner plus à la coopération ou à MMO, un peu genre Monster Hunter pour ceux qui connaissent. Donc ça a été annulé très, très récemment, début d'année, alors qu'apparemment si je dis pas de bêtises, c'est Hideki Kamiya qui était derrière, et c'est un projet qui lui tenait à cœur. Donc malheureusement, après je crois 3 ans de développement, alors qu'il devait sortir cette année, ça a été annulé. Et donc Square Enix a fait appel à eux, notamment donc pour tout ce qui est développement et technique de Nier Automata. Donc on a toujours le créateur d'origine, qui est un mec complètement barge, qui s'appelle alors j'ai pas le nom en entier, mais c'est Taro, son nom de scène, on va dire. Et le mec, quand il fait des apparitions publiques, porte un masque à l'effigie d'un des personnages du jeu, donc en fait personne ne connaît sa véritable identité, c'est une espèce d'alias, et le mec est complètement barge, quoi. C'est à tel point que il y a souvent en ce moment des polémiques au niveau des jeux japonais, qui sont parfois des jeux un peu sexy et qui représentent une image de la femme qui est très décriée en Occident, et du genre dans le trailer du jeu, comme il y a une héroïne, on voyait sa culotte, il y a eu une espèce de bronca sur internet, qui a été assez vite étouffée, et il a réagi personnellement sur son Twitter, et il a fait alors comme ça vous gêne qu'il y ait des culottes, on va rajouter plus, enfin en gros un peu fuck la censure, etc. Donc un mec vraiment barjot, entier, etc. Je sais plus, pareil, il y avait un gros jeu japonais qui sortait, et en gros il a dit, il a demandé carrément au studio de repousser la sortie du jeu pour pas que ça fasse d'ombre à Nier Automata. Enfin c'est vraiment un mec complètement barge. Donc voilà, assez particulier. Donc c'est vrai qu'il y a une attente des fans. En même temps, je ne sais pas si ça se concrétisera d'un point de vue financier. Mais enfin, saluons Square Enix de prendre quand même ce risque de faire une suite à un jeu qui est devenu culte, c'est vrai, qui apparemment est très cher maintenant pour le premier épisode à trouver. Mais voilà, faut peut-être pas non plus en espérer plus que ce qui le sera, c'est-à-dire sûrement néanmoins un jeu de niche, parce que c'est quand même un univers très particulier, même si au niveau de la technique et des musiques, c'est sûr qu'on sera comblé, parce que ça c'était un des gros points forts du premier, mais c'est quand même un univers très, très particulier, avec un gameplay assez exigeant, donc c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. Voilà, donc qui restera, on verra bien le digne successeur du premier Nier. Donc maintenant on va passer à un autre jeu, donc je pense que certains réagiront autour de la table. Il s'agit d'un jeu qui a été annoncé depuis belle lurette et qui a été repoussé à de maintes reprises, qui est sorti il y a quelques mois maintenant au Japon. Il s'agit de Persona 5. Oui. Voilà, donc qui à la base avait été prévu en Europe au 14 février et qui a été repoussé au 4 avril. Ils se sont dit que ça allait casser beaucoup trop de couples pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est ça. Donc normalement qui a l'air, avec au vu des critiques et des différents trailers et gameplay qu'on a pu voir, le digne successeur du Persona 3 et Persona 4.
Et je dirais même carrément digne successeur du jeu vidéo japonais, enfin du RPG japonais, comme on les aime, puisque FF15 qui est sorti en fin d'année dernière a vraiment divisé, puisque là lui il est sorti chez nous, et apparemment par contre le 5, oui tu as raison, par rapport au retour qu'on a eu, lui fait extrêmement consensus, que ce soit des joueurs japonais et de la presse qui a eu l'occasion déjà de le tester. Donc Persona 5 qui sortira donc au mois d'avril. Donc je pense que peut-être d'ici là ou après sa sortie, on reviendra sans doute peut-être un peu dessus. On peut peut-être juste parler un petit peu du concept qui est quand même assez particulier. Voilà, je te laisse. Donc dans les grandes lignes, juste préciser que c'est déjà en termes d'univers un univers au niveau graphisme très inspiré manga. Voilà, que ce soit dans le moteur du jeu ou les illustrations des personnages, etc. C'est vraiment assez typé. On joue un groupe d'adolescents. Ça se passe dans le cadre d'une année, plus ou moins d'une année scolaire, pas tout à fait, en gros 10 mois de jeu, et donc vous devez à la fois suivre, on va dire, le quotidien, c'est-à-dire les cours, c'est-à-dire toutes vos activités extrascolaires, aussi une certaine part de romance avec les différents protagonistes et personnages, et puis par rapport à ça, vous avez une autre phase qui généralement se passe durant la nuit, où vous pouvez donc accéder à des donjons. Bon, c'est lié au scénario. Par exemple, dans le 4, c'était dans une petite ville de campagne, et c'était plus sous la forme d'une enquête avec un meurtrier qui s'est vissé dans la ville. Là, le 5 revient à Tokyo, et c'est plus sur à la fois la thématique des voleurs, puisque le groupe de personnages, de héros principaux, en fait, un petit peu à la manière d'Arsène Lupin ou d'autres cambrioleurs très célèbres. La plupart des personnages, en fait, les esprits entre guillemets qui permettent d'utiliser la magie pour les différents protagonistes, sont en fait inspirés de différents personnages, Arsène Lupin, ou encore il y avait un bandit célèbre, je crois, pour japonais, mais je sais plus, il y avait pas mal de choses qui étaient un peu Alors oui, préciser qu'effectivement dans le système du jeu, tous les pouvoirs donc sont liés aux personnages qui sont la personnification de leur propriétaire, sont plus ou moins liés aux cartes du tarot. Il y a dans différentes classes, et après donc en dehors, là tu viens de me l'apprendre, de ces personnages de voleurs ou cambrioleurs célèbres, aussi dans les précédents c'est toute une mythologie, parce que Persona est en fait un spin-off d'une très grande série japonaise de RPG qui s'appelle Shin Megami Tensei, qui est elle-même tirée d'une série qui s'appelle Megami Tensei. Shin Megami, on fête les 25 ans cette année. Megami Tensei, ça fait 30 ans que ça existe, donc c'est-à-dire que c'est apparu la même année que des séries comme Dragon Quest ou Final Fantasy, Final Fantasy, puisque Dragon Quest est un petit peu plus vieux. Donc voilà, on est vraiment c'est une série qui est moins connue que FF ou Dragon Quest, mais qui est aussi très très connue et ancrée, et qui a vraiment gagné depuis quelques années, en gros depuis 10 ans, et la sortie de Persona 3 a vraiment gagné le cœur des occidentaux et des japonais pour se supplanter à la série mère, puisque Persona se vend mieux et plus connu et plus attendu que les Shin Megami Tensei, qui restent quand même des jeux très durs aussi, faut pas le cacher. Persona un petit peu moins, mais ça reste quand même très difficile comme jeu, mais c'est aussi ce qui est apprécié des joueurs, un peu comme la série des Souls dont on a déjà eu l'occasion de vous parler. Mais c'est vraiment assez fascinant, c'est très ancré dans le contemporain du Japon, donc forcément, notamment chez nous en France, alors qu'on est assez sensible à cette culture, ça marche bien. Et voilà, un système de jeu classique, on va dire au tour par tour, mais avec un enrobage au niveau des graphismes. C'est vrai qu'on a les images et les vidéos qu'on a pu voir de Persona 5 sont fantastiques de ce côté-là, c'est-à-dire au lieu d'avoir des menus classiques, le principe d'attaque, de magie ou tout ça va être lié à une touche de la manette et va être enrobé graphiquement sur le personnage. Donc c'est très très graphique, c'est très BD, très manga, on le disait au niveau du style, et c'est extrêmement plaisant. Ils ont vraiment poussé le principe au bout,
Et ça a permis de dépoussiérer aussi un petit peu le genre du tour par tour japonais, parce que c'est vrai que c'est pas comment dire, on dit que c'est un peu vieillot, et maintenant tous les RPG se dirigent plus vers le temps comment dire, en temps réel. Voilà, en temps réel, merci Étienne, et ce qu'on appelle le action RPG. Voilà, un peu récemment. comme pour FF15 Voilà. notamment, dont on a parlé il y a quelques minutes. Et finalement, c'est Persona 5 qui a l'air de plutôt. D'ailleurs, mieux s'en avec, tirer, avec une vraie profondeur de. Avec une durée de vie assez considérable, vu que la moyenne apparemment, il disait pour finir l'aventure principale, bon, on va dire, c'est énorme. je suppose que ça inclut entre guillemets un peu les quêtes secondaires, etc. C'est 80 heures, donc un temps considérable. Comme donc, les RPG de la voilà, grande c'est époque ça. PlayStation. Sachant qu'en plus, il doit proposer, je sais pas, entre guillemets, pour éviter de me spoiler, j'ai pas trop regardé, il y a un New Game Plus, mais qui apparemment pose pas, qui a pas tellement de choses qui se... Bon, comparé au New Game Il y aura Plus peut-être du contenu aussi qui sera voilà, on ajouté, verra bien. mais le jeu est tellement complet. C'est vrai qu'on l'a entendu, tu l'as dit, il a été repoussé, mais il a été peaufiné jusqu'à l'extrême. Voilà, c'est ça, donc qui est peut-être aussi qui fait son succès à l'heure actuelle. C'est tellement appréciable, faut dire ce qui est. On a maintenant tellement de jeux qui sortent, on va dire, en kit. Voilà, c'est un peu. Voilà, soit au niveau de la technique, soit au niveau de pans de jeu entiers qui sont rajoutés après. Voilà, on va pas reciter FF15, mais c'est vrai qu'il fait énormément aussi polémique pour ça. Mais aussi les jeux occidentaux, voilà, on va pas. Et c'est vrai que ça fait tellement plaisir d'avoir un jeu qui est techniquement stable et qui au moins lui répond aux promesses qu'on pouvait en attendre. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment le jeu à attendre sur le premier. Enfin, c'est pas un peu plus. Le deuxième trimestre de. J'allais dire le premier semestre, voilà, de l'année. Ouais. Voilà. Au niveau RPG. Ou deuxième trimestre si on part Exactement. En trimestre. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'ici là d'en parler un peu au moment de sa sortie. Sûrement, ouais. Donc toujours dans le même mois du mois d'avril, on va parler de Dragon Quest Heroes 2, enfin pour ma part qui m'intéresse, donc qui est un peu dans la lignée des Musou ou des Dynasty Warriors, où on retrouve certains personnages emblématiques de l'univers de Dragon Quest, avec certains originaux, notamment pour les protagonistes principaux de l'aventure. Donc où en fait voilà, on combat certains ennemis spécifiques, plutôt de nombreux ennemis dans type Dynasty Warrior, où il y a une nuée d'ennemis qui nous attaquent, ou un peu du Dungeon Tower selon les missions qu'il y a, afin de protéger un objectif en attaquant les ennemis. Donc le Dragon Quest Heroes était sorti maintenant il y a un peu plus de fin 2015 dans ces eaux-là, donc qui sortira fin avril 2017 en Europe. Et donc pour ceux qui sont fans du genre, ça peut être intéressant d'y jouer. Voilà. Donc après, moi pour ma part, je vais vous parler de deux autres titres, mais dont les dates à l'heure actuelle ne sont pas fixées. Donc alors on va dire pour le premier, c'est Vampire de Dontnod Entertainment, qui a maintenant fin 2015 avait sorti le succès Life is Strange, donc qui s'inspirait un peu de la formule de Telltales, avec la possibilité de répondre avec différentes réponses et certaines grosses décisions en 5 épisodes, et qui avait bien fonctionné. Donc Vampire, donc qui s'inspirait plus, qui tourne autour des vampires, non, comme le nom le souligne, avec la possibilité là en fait d'avoir un protagoniste qui peut tuer ou ne pas tuer, un peu comme on va dire à la Dishonored, ou avec on a la possibilité également de finir le jeu sans tuer qui que ce soit. Donc après voilà, c'est un peu un jeu où en fait le joueur est maître de ses actions, il peut la jouer gentil ou méchant, donc ce qui peut donner des différents effets vis-à-vis de l'aventure ou des répercussions que ça engendre. À préciser donc que le protagoniste principal est en fait médecin, se retrouve être vampire malgré lui, et donc c'est vrai, lutte pour sa condition de vampire. Et comme tu le dis, apparemment on laissera une certaine liberté quant au choix de tuer ou non des personnages qui seront des personnages importants de l'intrigue et pourront nous couper ou pas
de pans entiers en fait du scénario. Et en même temps, voilà, c'est quand même un dilemme à la fois pour survivre et puis pour progresser, puisque en tuant ces personnages, on gagne en compétences, enfin on évolue. Donc voilà, ça sera vraiment l'appât du gain. Est-ce que vous êtes plus intéressé par la toute-puissance de votre personnage ou de suivre l'histoire et les relations entre les personnages, à voir comment ce sera orchestré par Dontnod. Donc ça sera un jeu apparemment quand même assez modeste, plus dans la lignée de Life is Strange que de leur précédent titre qui était quand même un gros titre, Remember Me. C'est vrai. Mais donc c'est vrai que mine de rien, Remember Me et Life is Strange, c'était des genres qui étaient assez opposés, on va dire. Ben là encore, il touche encore à un autre genre d'ailleurs. Donc c'est un peu des touches à tout. Donc voyons, ça peut être intéressant de suivre la progression. Français, ça fait plaisir. Cocorico comme on dit. Donc alors pour ma part, le dernier jeu dont je vais vous parler, un petit coup de cœur que je suis depuis le début de la saga. Il s'agit de Danganronpa V3. Donc à l'heure actuelle, la sortie du titre n'a pas été déterminée en Europe. Donc sachant qu'en fait à la base c'était un jeu qui est sorti sur PSP Vita. Cette année, pour les possesseurs de la PS4, au mois de mars, enfin le 17 mars, une compile reprenant le premier et le deuxième épisode sortira. Au mois de juin, le 23 juin si je dis pas de bêtises, le spin-off Danganronpa Another Ultra Despair Girl, qui est un peu qui est un peu une sorte de TPS, qui s'inscrit toujours dans le même univers de Danganronpa. Et donc normalement le troisième opus devrait sortir, je pense vraisemblablement aux alentours de septembre-octobre en Europe. Donc en fait Danganronpa à la base c'est un visual novel qui en fait des lycéens sont emprisonnés dans un endroit et s'ils souhaitent s'échapper de cet endroit, ils doivent commettre un meurtre. Donc en fait c'est un peu une sorte de mix entre Battle Royale et Ace Attorney. Pour ceux qui connaissent un peu, l'avocat qui défend les séquences de tribunaux entre le défenseur et le procureur. Donc en fait, au cours de l'aventure, un meurtre sera commis. Et en fait, il faudra démasquer qui est le coupable de ce meurtre. Au cours d'un procès qui aura lieu entre les différents protagonistes, si on trouve le coupable, lui seul sera exécuté au terme d'une séquence plus ou moins loufoque, on va dire. C'est un peu de l'humour noir, hein, faut dire. Il y a pas mal d'humour et d'humour noir dans cet univers. Et si on perd, en fait, entre guillemets, c'est le game over et seul le coupable n'est pas tué et tous les autres sont tués. Mais bon, voilà, faut trouver le coupable au cours de séquences de procès après avoir mené, entre guillemets, une sorte de petite enquête juste avant que le procès ait commencé, où on découvre les différentes preuves, les témoignages des différents protagonistes qui sont impliqués dans l'affaire. Donc c'est chez Nissa, Nipponichi pour les intimes comme on dit. Et donc je pense que, la date n'a pas été fixée, mais vu à peu près la date de sortie des différents opus, ça devrait être la fin de l'année, sachant qu'il est sorti au Japon début janvier. Donc le temps que ça soit traduit, etc. Voilà. Et petite précision à ce propos, il a fait le meilleur démarrage de la série. Donc sachant qu'il est sorti sur effectivement deux supports, la PS4 et la PS Vita. Mais il s'est très bien vendu. Disons que mieux vendu. À la base, c'était une série qui était sur console portable PSP, PS Vita, et qui maintenant a été portée sur PS Vita, PS4. Donc ce qui explique un peu. Et je crois même qu'ils vont le sortir ou qu'il est sorti sur PC. Donc voilà aussi également qui était de plus en plus qui sortent sur PC. Ouais. C'est vrai que maintenant de plus en plus de titres sont prévus sur PC. Excusez-moi. Non, ça c'est le cocktail que tu as fait, c'est pour ça. Chut, on n'en parlera pas. Donc affaire à suivre entre guillemets, mais bon, j'y reviendrai. Une valeur sûre en tout cas. Une valeur sûre, tu as pu. Tout à fait.
tester le premier, si tu veux tester le deuxième, mais fais-moi signe. je le ferai un de ces quatre, effectivement. Pas de souci. Soit je me le prendrai, soit tu me le prêteras. De toute façon, il y a pas disons de... qu'ils ont fait, comme je t'ai dit, la compile sur PS4. Ouais. Donc c'est vrai que ça, maintenant le fait d'avoir sur PS4 et en plus entre guillemets le V3, c'est un peu une sorte de reboot entre guillemets de la série. Donc on a des protagonistes nouveaux entre guillemets, étant donné que la série est censée entre guillemets avoir été conclue par le biais d'animés. D'accord. Il y a 2 animés qui sont sortis en fin de l'année dernière 2016. Donc un qui se passait on va dire entre guillemets avant les premiers événements de Danganronpa, et un autre qui concluait la série avec les protagonistes du premier et du deuxième et des nouveaux qu'on n'avait pas vus auparavant, et qui concluait entre guillemets la saga de Danganronpa. Voilà. Donc c'est un peu une sorte de renouveau, mais bon, on retrouve toujours l'ours psychopathe Monokuma qui fait des blagues et qui tue. Voilà. C'est un soft relaunch. Voilà. Donc je laisse la parole à JB et à Thomas pour parler des titres qui les intéressent. Passage de flambeau. Donc c'est vrai qu'on rebondit à chaque fois quand on a des titres en commun. Donc JB, je te propose de prendre la suite. Donc il y a déjà des titres dont on a parlé, d'autres sur lesquels on va... Oui, donc on a notre cher ami Resident Evil 7 qui a déjà été traité, je pense qu'on on va déjà pas parlé, dessus. on va pas revenir dessus. Après on a 2-3 titres en commun. Faut dire que cette année aussi est pas fructueuse pour moi, étant donné qu'il y a beaucoup de jeux au final qui me font envie, mais auxquels je ne jouerai peut-être pas. Parce que c'est des consoles que je n'ai pas ou des choses que je n'ai pas. Faut dire que c'est à ça que les copains servent quand même. C'est à ça que les copains servent. Mais faut dire que le combat Xbox PlayStation a été vite coupé court, j'ai l'impression, et que on a un des combattants qui a un peu abandonné la partie. Ouais, tout à fait. Sans citer, bien sûr, mais on se doute bien de qui c'est. Donc, Sony a mis une pile, voire une pin à Microsoft, disons-le clairement. C'est clair, ouais. Disons qu'en fait c'est plutôt porté. Microsoft a dit maintenant on va parier sur l'avenir avec la Scorpio notamment. Donc, voilà, c'est un peu. Bon, ils sont restés. Semble de plus en plus être une nouvelle console et non pas une upgrade. Et bon, ils sont restés sur leur licence, mais on n'a rien vu de nouveau en fait arriver. Donc c'est un peu le côté décevant. On va citer en premier ceux que je n'aurais pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc il y a beaucoup de jeux qu'on avait vus à l'E3 le dernier, notamment Days Gone, qui semble être un jeu de zombies où on a vu qu'un seul trailer. Où ça avait l'air assez intéressant. Enfin, ça ressemblait un petit peu à ce jeu-là avec Joël. Last of Us. Merci. Last of Us qu'on a fait ensemble, avec un côté peut-être un petit peu plus bourrin. Et c'est vrai que moi, le côté survie m'intéresse tout le temps. Ce serait un mélange entre Last of Us et Dead Rising. Oui, c'est ça, Dead Rising. Ouais, c'est Dead Rising, c'est un peu qui est complètement loufoque. Voilà, donc après, j'ai pas eu énormément d'informations dessus. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de communication. C'est un jeune studio, c'est un studio de Sony. C'est vrai qu'ils ont été surtout présentés pour tout ce qui est aspect technique, à montrer effectivement la grandeur de l'univers, la profusion de zombies. C'était surtout ça. Donc on verra si c'est aussi un bon jeu. Voilà, si c'est bien. Techniquement, ça a l'air de tenir la route, mais bon, faut toujours se méfier des présentations. Voilà. On verra quand il sortira. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de date. Moi, c'est le truc qui m'avait un petit peu gêné, c'était sur Last of Us. Il y avait un côté survie qui était quand même bien présenté. Et au final, la survie n'est pas si présente que ça dans Last of Us. Enfin, je l'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment difficulté à survivre ou à penser des choses pour survivre. Non, et puis je suis assez d'accord avec toi, c'était un aspect décevant, et tout l'aspect, on va dire, infiltration était pas non plus foufou. L'action, ça reste très, très classique dans le milieu du TPS. Donc disons que il y avait une belle écriture. Voilà, l'histoire était intéressante, mais c'est à peu près tout. Ouais, voilà, mais après, techniquement, c'était très beau. Voilà, c'est la manière dont c'était présenté qui au final était un peu. Mais en fait, malheureusement, comme la plupart des productions Naughty Dog, c'est très beau visuellement, c'est toujours des claques graphiques, c'est toujours très bien écrit au niveau des personnages, mais au niveau du gameplay, ça reste très très classique. Et du coup,
voilà, c'est des jeux, c'est des blockbusters, c'est des jeux popcorn qui sont plaisants, qui sont plus ou moins portés au nu par les, on va dire par les gens, enfin par le gros des joueurs, mais au final, je pense que vous serez assez d'accord, messieurs, quand on est entre guillemets un vrai amateur, je pèse un peu mes mots, hein, un vrai amateur de jeux vidéo, ça reste des titres plaisants mais qui sont loin d'être mémorables et je pense pas qu'on gardera comme classique ou autre dans les années à venir, quoi. On s'est bien amusé quand même. Oui, voilà. On s'est bien amusé. Oui. Mais rien de plus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des jeux références comme des jeux qui ont pu nous marquer sur certaines générations, de dire tiens ça c'est nouveau, tiens ça c'est vraiment plaisant. C'est vrai qu'ils ont, comme beaucoup de jeux à l'heure actuelle, ils ont tendance à trop se porter sur, on va dire, l'aspect cinématographique et ils jouent l'assurance en fait. Voilà, et de moins, en fait, ils innovent moins au niveau du gameplay. Donc c'est-à-dire le cœur du jeu finalement, et ça reste bateau, on va dire, et c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec les générations actuelles et la technique, on pourrait faire d'autres choses, on pourrait renouveler un petit peu les manières de jouer, sortir un petit peu des sentiers battus, et au final, de par le marché maintenant qui est vaste et on va dire complètement éclaté entre les grosses productions et les petits indés, et puis les studios plus modestes, voilà, c'est malheureusement quand on tire vers les gros jeux et notamment occidentaux, parce que c'est vrai qu'on a encore un petit peu de folie parmi les jeux japonais et ça fait plaisir, voilà, ça reste assez classique, mais en tout cas Days Gone peut-être on verra à voir. Ouais. Bon bref, de toute façon voilà, bon, passons. Le suivant, pareil, présenté à l'E3 et qui, moi, m'avait tout de suite emballé, ne serait-ce rien que par l'univers, par le concept, etc. Beaucoup de questions qui survenaient après la première bande-annonce, c'est Horizon Dawn. Où voilà, on voit cette femme un petit peu, on pourrait dire préhistorique presque, mais bon, elle doit quand même assez pas si préhistorique que ça, et qui se retrouve à devoir se battre contre des dinosaures. Bon, jusque-là, pas tellement d'originalité, sauf que ces dinosaures semblent être des dinosaures extraterrestres ou robots, mécaniques, enfin quelque des chose. Machines. Et moi j'avais été énormément surpris par cette bande-annonce, j'avais trouvé ça super bien, et que ce soit au niveau gameplay, que ce soit enfin du moins tout ce qui a été présenté me semble donne vraiment envie de la voir, de découvrir cet univers. Beaucoup d'attentes, mais bon voilà, comme je l'ai dit, le combat n'a pas été mené de la bonne façon, donc c'est une exclusivité PS4 uniquement, même pas de sortie PC, quoi. Non, puisque là en l'occurrence c'est un studio de Sony, donc voilà. Donc on peut même pas espérer de ce côté-là, mais voilà, moi je porte un certain intérêt à ce jeu-là. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Oui. Je pense que on le saura très vite d'ailleurs. Voilà. Même si je vais pas forcément y jouer, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est vrai que le pitch au départ on dirait que on fait mais what the fuck, et finalement on a attendu longtemps parce qu'il y a eu des annonces sur les c'est en 2015 que d'où viennent ces dinosaures là. On a eu des infos récemment, parce que c'est vrai que ils commencent à communiquer sur le jeu, voilà, aussi. On a commencé vraiment à se poser des questions en se disant mais dinosaures, robots, hommes préhistoriques, waouh, et quel lien vous allez faire. Et c'est vrai que c'est resté assez intriguant, mais les informations qu'on a eues sont pas loufoques, ça a l'air de tenir la route, bon peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'ai envie de voir. En tout cas, c'est vrai que c'est on va dire l'étendard graphique pour cette année du côté de la PlayStation et de Sony. C'est vrai que c'est un jeu qui nous fait, comme tu l'as dit JB, de l'œil depuis très longtemps. Alors je me souviens plus du nom du studio, mais c'était ceux qui avaient fait les Killzone. D'accord. Donc c'est quand même à la fois des studios qui ont de la bouteille et qui étaient plus habitués aux jeux de tir, aux jeux en vue à la première personne, alors que là ils partent sur un jeu action plateforme en vue à la troisième personne, donc un genre relativement différent de ce dont ils ont l'habitude. Mais qui, de par son mélange, tu l'as dit, son univers a tout de suite façonné et s'est placé dans les attentes voilà, de tout passionné de jeux vidéo. Donc on le saura très rapidement puisque le jeu sort en mars. Comme on en discutait avant pour les jeux Naughty Dog, moi j'ai un peu peur que techniquement ce soit une baffe, mais que voilà, peut-être qu'au niveau du gameplay ce soit un petit peu traditionnel,
Voilà, sachant qu'il y a cette espèce un petit peu d'idée de chasse où donc l'arsenal de l'héroïne permet de stopper les robots, de les pirater, voilà, donc faut jouer un petit peu là-dessus, avoir voilà sur l'histoire globale du jeu, comment ça s'orchestre, est-ce que c'est suffisamment intéressant ou pas, est-ce qu'il y a trop de remplissage et tout. En tout cas, on le saura très vite et on risque de reparler dessus. Et petite anecdote aussi assez intéressante, alors qui a un lien avec le studio de développement, c'est que le moteur qu'ils ont développé pour Horizon Dawn, Zero Dawn, a été adopté par Hideo Kojima depuis qu'il est parti, donc le créateur, le papa de la série Metal Gear, depuis qu'il est parti, qu'il s'est fait virer de Konami et de tout le feuilleton et les épisodes qu'on a connus, a été récupéré par Sony. Il a fait un petit peu le tour des studios de Sony, et donc là il a récemment donc monté son studio et proposé une première bande-annonce qui est extrêmement aguichante et attirante, même si ça reste plus une preuve d'intention, puisque le développement débute tout juste, donc c'est même pas sûr qu'on l'ait pour 2018, c'est beaucoup plus vraisemblable qu'il sorte en 2019, donc vraiment plutôt sûrement en fin de génération de la PlayStation 4, et donc ils ont pris le même moteur que Horizon Zero Dawn, donc apparemment ça Hideo Kojima, qui est quand même un homme très porté sur la technique et très, très exigeant, choisit ce moteur, donc ça veut dire qu'en tout cas c'est quand même très prometteur, voilà, d'un point de vue technique, à la fois pour Horizon et pour le prochain jeu d'Hideo Kojima, qui pour l'instant a le nom de Death Stranding. Et ben, tout un programme. Donc le dernier de tous ces jeux que je n'aurai jamais, c'est un retour vers les sources, c'est Zelda. Ouais, le prochain Zelda qui est annoncé avec, je crois qu'il est annoncé avec la console. Donc en fait, ça sera console de Nintendo. Ouais, comme Twilight Princess en son temps, c'est à la fois un jeu qui sortira donc sur la génération actuelle, donc sur la Wii U, et qui sortira avec la nouvelle Nintendo, qui est la Nintendo Switch. Donc tu pourrais y jouer sur ma vieillissante Wii U. Alors d'abord, je regarderai parce que moi j'ai apprécié Zelda, mais j'en ai apprécié qu'un seul. C'est Ocarina of Time. C'est le seul vrai Zelda que j'ai apprécié. Tous les autres après, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé. Et celui-là, que ce soit la direction artistique ou même ce que j'en ai vu en bande-annonce m'intrigue et me donne envie de voir. J'avais pas apprécié celui avec la lune là et les masques. Ouais, voilà. Celui-là, j'ai joué 5 minutes, j'ai pas aimé. Pourtant, il était assez similaire au premier, enfin au Ocarina of Time. Et après, il y a eu le Link Wind Waker, je sais pas le dire. Ouais, Wind Waker, voilà. Et ça, j'avais pas aimé la direction artistique. Donc, franchement, avoir ces espèces de cartoons là, ça avait beaucoup désarçonné à l'époque. Ça m'avait vraiment pas du tout plu. Et du coup, j'ai un petit peu exclu ce jeu-là à cause de ça. Et puis entre temps, après, j'ai pas vu vraiment d'autres Zelda qui arrivaient où c'était sur des consoles portables, etc. Et comme je suis pas tellement porté là-dessus, ça m'intéressait pas. Donc là, j'ai l'impression qu'on va revenir vers quelque chose d'intéressant et j'aimerais bien. Ça attise ma curiosité. Après, voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire autant que Horizon, mais ça me rend curieux quand même. En tant que même si on n'est pas fan du genre, un Zelda, ça reste quand même toujours un monument, un classique. Ouais. Et je pense une superbe aventure à l'époque. Ocarina of Time, pour moi, c'était une superbe aventure. C'était le jeu d'aventure par excellence. J'avais pas grand. C'était un autre temps. Il a mis la. On dira, mais c'était une belle aventure. Ouais. Bon, donc dans cette liste, je vais peut-être garder le meilleur pour la fin. N'est-ce pas, Thomas ? Je t'en prie. Donc, bien sûr, évidemment, c'est Star Wars Battlefront que moi j'attends. Alors, autour de cette table, je suis le seul à apprécier les Battlefront, mais tant pis. J'avouerai que normalement, pour le 2, il y a une campagne solo. Donc, autant le premier, je m'en suis désintéressé puisque je suis pas intéressé par le multi. Autant le 2, s'il y a une campagne solo, je dirais peut-être pas non. Alors, à voir, hein, je sais pas. Donc, c'est vrai que
que IA quand même a très mauvaise réputation depuis longtemps, mais je trouve qu'il y a quand même des progrès à faire. Et sur Star Wars Battlefront, le premier, en tout cas, bon, le jeu en lui-même ne vaut pas le coup, je le dis tout de suite, ça c'est fait. Par contre, si vous avez le Season Pass, là, c'est vraiment toute une autre histoire, parce que au fur et à mesure des extensions qu'ils ont sorties, ils ont pas arrêté de progresser, ils ont pas arrêté d'écouter les joueurs, ils nous ont donné ce qu'on voulait à chaque fois. Donc moi j'ai énormément d'attentes sur le 2, j'espère qu'on va faire toutes les époques de la galaxie cette fois, pas seulement les nouveaux films, on fera les anciens, on va se taper du robot, on va faire la guerre des clones, on fera tout. J'ai vraiment beaucoup d'attentes dessus. On n'a pas eu d'image, on a eu un petit trailer vite fait avec une annonce. Je suis même pas sûr qu'on ait eu un trailer d'ailleurs. Je sais pas, je m'en souviens même plus. Non, je crois qu'on a juste eu une annonce comme quoi il était prévu. Et de mémoire, non, je pense pas. Ouais, donc c'était pour autre chose que j'ai vu un trailer, mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, moi j'attends ça. J'avais apprécié, j'ai fait les premiers Battlefront, je les ai adorés, et j'ai surtout adoré le premier. Le 2, j'ai moins accroché. Il y avait plus de choses, mais j'ai moins accroché. Surtout le premier qui m'avait beaucoup marqué. C'était le premier jeu où tu pouvais revivre les batailles de Star Wars, et c'était incroyable quand tu étais au pied du TBTT, là comme ça dans la neige à galérer avec tous les autres soldats rebelles. Pour moi c'était... j'y ai passé des heures quoi, dessus sans m'arrêter. Voilà, c'était bien, et je trouve que Star Wars Battlefront, ils ont bien repris le concept, mais on aurait pu avoir plus de choses. Et donc j'attends beaucoup du 2, et j'espère avoir vraiment énormément de choses, et un jeu plus complet dès le départ aussi, sans forcément avoir le Season Pass. Parce que là, Battlefront en lui-même, s'il n'y avait pas eu de Season Pass, moi je l'aurais pas acheté, franchement, parce que ça valait pas le coup. Ça valait vraiment pas le coup. Peut-être par rapport à ce qui se faisait à côté, mais là pour le coup, non. Tout seul, non. Et enfin, je passe à autre chose, et après on passe au Graal, au Saint Graal de cette liste. Il en reste 2 avant. Ouais, donc State of Decay. C'est pareil, c'est un survival en milieu zombie. Donc j'ai vu une bande-annonce hier avec une date que j'ai oubliée, mais j'avais apprécié le premier, donc j'attends de voir ce que va donner le deuxième, et j'espère qu'il sera au moins aussi bon. Le premier, je sais plus par qui il a été développé, mais c'est vrai que graphiquement il était pas terrible, mais le fond du jeu était bien. Si on arrivait à passer ce cap un peu graphique très vieillot, parce que c'était quand même assez vieillot, mais si on arrivait à passer ce cap, il y avait vraiment toute une gestion, fallait construire une base, fallait voir les relations entre les personnages, parce qu'il y en avait qui déprimaient, c'est sûr, une apocalypse zombie, c'est pas facile à vivre tous les jours. Il y avait des ressources à gérer, il y avait énormément de choses, fallait aller chercher des ressources, survivre, et en même temps il y avait une histoire, et plus on avançait, plus c'était difficile. Ils ont même sorti un mode à la fin sans fin, où le but du jeu est de survivre tout simplement, et plus vous avancez et plus c'est dur, plus vous avez des zombies coriaces, plus vous avez des attaques, plus vous avez des choses, et je trouvais ça vraiment intéressant. Parce que tu avais des choix drastiques à faire, même que ce soit tu avais un sac à dos, il y a 8 emplacements dans le sac à dos, voilà, faut que tu choisisses. Soit tu prends la machette, soit tu prends le soin. Tu choisis, c'est à toi de voir, et de toute façon tu n'auras pas une place de plus, et puis basta. Bon, après tu peux racheter des sacs à dos, etc., mais t'as pas un truc extensible à l'infini. Puis voilà, c'était vraiment de la survie, il fallait chercher les ressources et tout, enfin bon bref. Donc un jeu en tout cas qui était, comme tu dis, sur le fond, qui pêchait peut-être sur la forme, mais qui sur le fond était vraiment intéressant, quoi. Et justement qui proposait un peu autre chose, peut-être ce que tu aurais voulu voir d'ailleurs dans The Last of Us ou tout ça. Ouais, voilà, c'est ce que j'aurais peut-être plus cherché dans Last of Us, ouais, t'as raison, ouais. Et enfin bon, le Saint Graal, celui que j'attends par-dessus tout, il a fait fureur, c'est un studio, petit studio ridicule, de rien du tout. Très méconnu. Dont l'emblème est un R, qui un jour a balancé sur son Twitter ou son Facebook son logo sur fond rouge. Et là, la planète s'est enflammée, enfin du moins les internets se sont enflammés, beaucoup de connexions se sont mises à ramer, il y a eu énormément de discussions, et le lendemain, mine de rien, ils nous rebalancent une photo avec des bonhommes en noir sur un fond rouge, en train de marcher vers l'horizon, avec le tout petit nom écrit au-dessus, Red Dead Redemption 2.
Et là, là, c'était la folie, là. Voilà. Je crois que l'industrie du caleçon a fait son année en Voilà. une journée, en fait. Là, on a cramé des connexions, là. Donc là, c'était parti. On a eu des informations après avec un trailer où on n'a pas grand-chose, mais on a d'énormes décors, on a l'ambiance qui est présentée. Donc Red Dead Redemption qui a surtout été populaire pour son ambiance, pour l'ambiance western et qui y a encore beaucoup de gens qui y jouent, hein, malgré. Moi, je trouve. Je pense que c'est encore un jeu qui tient énormément la route. Hein. Rappelons quand même qu'il est sorti en 2010. Ouais. Donc ça commence à faire un petit moment et ça fait un moment qu'on désire la suite. Donc c'est Rockstar. C'est Rockstar, oui, le petit studio de rien du tout. Qui est pas du tout connu pour les GTA. Non, pas du tout, oui. Mais, voilà. Ils étaient très occupés justement par GTA 5, qu'ils ont porté absolument sur toutes les plateformes. Tellement, tu sais que quand GTA 5 est sorti, moi j'avais énormément de problèmes sur Red Dead Redemption. Et tellement que les forums, tu voyais pulluler des gens qui se plaignaient qu'en fait, limite des messages d'insultes avec les gens qui engueulaient Rockstar en leur disant mais vous avez abandonné Red Dead. Donc nous on s'en fout de GTA 5, faites chier, merde, remettez-nous Red Dead. Les serveurs plantés sur Red Dead, c'était injouable la première semaine où GTA 5 est sorti, mais il faut dire que GTA 5 ça a tellement été la folie aussi, là, c'était aussi une fête du comme tu as dit, ouais. Donc voilà, on attend ce Red Dead 2 qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, sans plus en tout cas deuxième semestre, ça c'est à peu près sûr, mais sans plus de précision. Voilà, ouais. Et Rockstar joue bien parce que c'est des salopios parce qu'ils nous donnent aucune info, rien. Ouais. Et on va tout avoir à la fin, ils vont 2 semaines avant la sortie. C'est vrai qu'ils sont très pour la communication, ils sont très très forts. Ouais, c'est clair qu'ils sont forts. Ouais. Et puis ils ont pas besoin ils maîtrisent vraiment tout de bout en bout, ce qui est très rare maintenant chez les studios. Et eux, ils peuvent se permettre, comme tu dis, du jour au lendemain de balancer la purée et tout envoyer sur le jeu, mais de rester muet pendant des années, et malgré l'attente des fans. Et les pressions peut y avoir peut-être dessus d'eux, mais je pense qu'ils sont relativement libres de ce côté-là. Voilà. Donc c'est la grande attente de mon côté. Oh oui. Quoique si on suit généralement, c'est vrai que les jeux Rockstar et le précédent Red Dead étaient sortis de mémoire en mai ou en juin. La plupart des Rockstar sortent plutôt sur la première partie de l'année. Donc à voir quand sortira Red Dead 2, mais c'est vrai qu'on dit fin d'année parce que vu qu'il a été annoncé en toute fin d'année dernière, on a tendance à se dire bon allez, en gros plus ou moins un an, donc il peut effectivement sortir, espérons qu'il sorte cette année déjà, parce que c'est pas tout à fait garanti non plus. Oui, c'est sûr que c'est pas garanti, oui. Mais bon voilà, si Rockstar a commencé un peu JB. Écoute, moi tu sais ça me dérange pas j'aime bien cette idée de studios qui sont un peu comme Rockstar ou même Blizzard des fois qui se permettent de dire non mais on s'en fout, on repousse les dates on vous fournit un produit qui est fini, au moins quand le truc arrive il n'y a pas de défaut, t'as pas de patch à télécharger derrière, c'est bon quoi, t'as un jeu qui est fini et puis ça franchement ça se fait tellement rare maintenant d'acheter, on achète tellement des jeux en kit quoi que c'est bon, moi ça me gave, donc je préfère qu'ils me disent écoutez vous allez prendre votre mal en patience encore 2 mois et que j'arrive avec un truc dont je serais pas déçu. Quelque part t'as la garantie de pas être déçu, c'est sûr. Et voilà quoi, moi je vais même pas réfléchir, je vais l'acheter les yeux fermés, je regarderai même pas les critiques, on s'en fout complètement de toute façon. C'est Rockstar et à partir du moment où c'est Rockstar tu sais ce que t'as quoi. Ouais, c'est vrai que bref, c'est mon avis, je fais pas du tout de pub. Garantie de qualité. Non, c'est vrai. Même si c'est pas toujours exempt de dépôt, c'est vrai que le premier Red Dead Redemption avait eu des gros problèmes de production et il y avait pas mal de bugs. Il y avait beaucoup de bugs bloquants, mais qui étaient quand même des bugs au vu de l'univers. Mais certains marrants même. Ouais. Certains marrants, mais les chevaux qui flottent, les diligences qui sont au-dessus, ce genre de choses quoi. Mais bon, ça va, c'était pas des bugs bloquants, donc ça allait quoi. Ouais. Bah Thomas, à mon tour. C'est ton tour. À mon tour. Bon alors je vais essayer de la faire courte. Je vous promets rien. Donc de toute façon la plupart des jeux dont je vais vous parler, on en a parlé, et puis les jeux d'ailleurs qu'on a évoqués précédemment avec Étienne et Jean-Baptiste sont des jeux que vous pouvez notamment retrouver
dans la liste qu'on a fait sur l'article donc de début janvier, sur qu'attendre donc de cette année au niveau du jeu vidéo. Alors moi mes coups de cœur en dehors des titres dont on a parlé avec Étienne et JB en commun, un jeu que j'attends depuis un bon moment, que j'ai financé puisque il y a une campagne de financement participative, excusez-moi, c'est Torment Tides of Numenera, qui est un jeu assez particulier parce que donc à la fois il part sur la vague des jeux de rôle classiques, donc hérité de Baldur's, dont s'est fait le parangon, donc Obsidian Entertainment, mais aussi un autre studio un peu moins connu, mais qui avait lancé la vague avec un jeu qui s'appelle Wasteland 2 et un studio qui s'appelle In Exile. Donc pour la petite histoire, le studio d'In Exile a été fondé par Brian Fargo, qui est quand même le créateur de Fallout. Voilà. Ça pose le bonhomme, et donc un des grands pontes de l'époque dorée de Black Isle Studio et d'Interplay. Et de fait, il était même plutôt lié lui à Interplay. Et de fait, donc voilà, il a lancé Wasteland 2 qui était un peu vendu comme le Fallout 3 que vous n'avez jamais eu. Et du coup, ça a bien marché. Ils ont fait leur trou. Ils ont pas mal de projets encore en production à l'heure actuelle, puisqu'ils ont lancé le 3e Wasteland, un autre jeu très vieux et là je ne me souviens plus du nom, mais aussi ils avaient financé juste après Wasteland 2, donc le jeu Torment. Donc Tides of Numenera, c'est le jeu de rôle papier sur lequel se base donc cet univers, et c'est un univers particulier hérité d'un univers de Donjons et Dragons qui s'appelle Planescape, donc qui était un jeu sur différents plans d'existence en fait, et donc c'est un jeu Planescape Torment qui est sorti juste après les Baldur's Gate au début des années 2000 et qui avait vraiment impressionné pour son écriture, ses choix et son monde extrêmement exotique et différent on va dire des jeux médiévaux fantastiques classiques de l'époque. Donc pour la petite histoire, donc Numenera qui est un univers à part entier, qui n'a rien à voir avec Donjons et Dragons, se base quand même sur le même principe et a été écrit par un des créateurs de cet univers de Torment, donc il y a vraiment une filiation qui est très importante, et donc voilà, assez logiquement on va dire, In Exile et Brian Fargo ont repris le bébé pour l'adapter en jeu vidéo, et c'est un jeu qui va sortir maintenant dans très peu de temps, puisqu'il sort en fin du mois de février, et c'est un jeu qui est absolument excitant, puisque même s'il reste on va dire classique dans son approche des jeux de rôle occidentaux, promet par exemple de là aussi quasiment pouvoir tout résoudre sans un seul combat. C'est-à-dire que même les combats, en fait, en discutant avec vos antagonistes, enfin normalement vous aurez toujours une porte de sortie pour ne pas en arriver au conflit ouvert, alors que parfois on vous balance des conflits, les fameux porte-monstres trésors, et vous avez tout un tas de monstres ou d'ennemis à affronter, en veux-tu en voilà. Là non, apparemment vous serez extrêmement libre, et en fonction de la manière dont vous développerez votre personnage avec ses compétences, vous aurez toujours plus ou moins un moyen de vous en sortir, et donc une variété apparemment en termes de roleplay et d'écriture qui a l'air assez dantesque, et qui a l'air vraiment de repousser les limites du genre, d'accomplir finalement peut-être un vœu pieux des développeurs depuis des années, le jeu qu'ils attendaient de faire et qui va sortir. Voilà, apparemment les retours, puisque c'est un jeu qui a été assez accessible en bêta, en alpha, en bêta, pour les journalistes, pour ceux qui ont financé le jeu, donc les retours sont très bons. Reste à voir ce que vaudra le jeu dans son ensemble, s'il tiendra notamment la route techniquement, mais voilà, en tout cas un jeu extrêmement attendu des fans du genre, et en tout cas qui moi personnellement m'intéresse. Je sais pas si j'adhérerai à l'univers ou autre, c'est des jeux par contre il faut le dire qui sont très 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 bavards, c'est des tartines de texte, donc faut vraiment aimer lire et vraiment vous immerger dedans, puisque le texte est forcément très important par rapport aux éléments que vous avez dedans
pour vos réactions. Alors j'enchaîne avec un jeu japonais qui est une arlésienne, Nioh, qui est un jeu Koei Tecmo, si je dis pas de bêtises, qui au départ était vendu comme à l'époque, donc au début de la sortie de la PlayStation 3, comme une sorte d'Onimusha-like, et qui là a pas mal évolué et s'inspire énormément de ce qui a été fait par la série des Souls, donc des Dark Souls, Demon's Souls et de Bloodborne, et qui est un titre qui en plus techniquement devrait bien tenir la baraque, puisque c'est la Team Ninja qui était derrière les Ninja Gaiden, des jeux d'action plutôt efficaces. Voilà, donc il y a cette idée à la fois d'action, mais en même temps vous avez une barre d'endurance dans un univers japonais mais fantastique, folklorique, tiré avec les monstres du folklore japonais. A priori, c'est plus sous forme de mission ou de chapitre, donc ça a l'air peut-être un peu éclaté au niveau de la narration, mais apparemment au niveau du cœur du gameplay, ça a l'air extrêmement excitant. Là aussi, c'est un jeu qui sort très bientôt, il sort au mois de mars, début mars, et qui a eu pour l'instant des très bons retours et qui s'annonce comme une très bonne surprise, alors qu'il est attendu depuis très longtemps, et que généralement, c'est vrai que les jeux qui ont une production longue et chaotique ne sont jamais très bons à leur sortie. Là, en tout cas, ça a l'air plutôt prometteur. Alors, aussi un jeu attendu de longue date, même si voilà, là on est assez dubitatif sur sa sortie, je voulais quand même le citer, c'est Mass Effect Andromeda, donc le renouveau de la saga Mass Effect après cette très belle trilogie qu'on a eue sur la précédente génération de consoles. Même si moi personnellement je sais que le troisième, la conclusion m'a plutôt déçu et a fait pas mal polémique aussi au niveau des joueurs. On est beaucoup à être déçus par cette conclusion du troisième épisode. Ah merci JB de plus soyer. Aussi, oui. Alors, juste peut-être replacer Mass Effect, c'était une série qui se voulait un petit peu comme le successeur des Star Wars Knights of the Old Republic, puisque ça a été fait par BioWare. En même temps, malheureusement, le jeu, c'est à peu près l'époque en fait quand BioWare a sorti le premier, où ils ont été rachetés par Electronic Arts. Et à partir du deuxième, on s'est lentement dirigé vers moins de jeux de rôle et plus d'action, et vers plus un jeu d'action classique, on va dire. Et voilà, ça, c'est ce qui a énormément déçu de joueurs. Moi je sais qu'encore le 2 ça allait, même si c'est vrai que c'était assez désarçonnant, mais finalement le pendant action était plutôt bien géré. Par contre le troisième c'était vraiment une catastrophe, et puis bon, la conclusion de l'histoire en elle-même était assez décevante. Donc voilà, un nouveau chapitre, puisque ça se passe dans le futur et très loin au niveau des galaxies du premier Mass Effect, pour vraiment faire une césure assez franche et permettre de nouvelles, on va dire, de nouvelles libertés. Ce qui est étonnant, c'est que le jeu sort très bientôt, puisqu'il sort en mars et mi-mars, et que finalement il y a eu très peu de communication autour du jeu. Les journalistes n'ont pas pu y toucher. Il y a eu très peu a priori d'essais dessus. Donc c'est quand même assez étonnant de la part d'Electronic Arts et de BioWare. Ça sent mauvais. Je pense qu'on est d'accord. Alors, ça sent très mauvais. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, quand même. Néanmoins, souhaitons-le, puisque c'est vrai que maintenant il y a une tendance de plus en plus franche des éditeurs à de moins en moins communiquer, ou en tout cas à faire des communications qui sont parfois un petit peu trompeuses. On peut penser, c'est vrai que l'exemple de l'année dernière qui a fait, on va dire, date, et qui fait un petit peu l'exception, qui confirme la règle, c'est le cas de Doom, qui est un jeu qui a été très peu qui a pu être très peu approché des journalistes avant sa sortie, qui au niveau des trailers, de toute la communication autour du jeu, a fait très peur à beaucoup de monde, et qui s'est apparemment révélé une très belle surprise au niveau de la communauté de joueurs et des journalistes. Donc voilà, preuve que ça reste quand même possible de mal communiquer sur le jeu, de ne pas le laisser s'approcher au niveau de la presse, et puis finalement d'avoir un jeu qui est quand même un bon jeu. Donc voilà, espérons-le pour Mass Effect. Ils ont apparemment énormément, alors ce qui est assez aussi désarçonnant, c'est qu'ils ont énormément écouté la communauté de joueurs pour revenir à plus de RPG, plus d'exploration, etc., alors que ça devenait de plus en plus linéaire au fur et à mesure des épisodes.
Et en même temps, au niveau des trailers, tout ce qu'ils vous montrent, c'est du pam pam boum boum. Et donc il y en a beaucoup qui disent bah oui, mais finalement, est-ce qu'il y aura beaucoup d'éléments de RPG, est-ce que il y aura des embranchements, est-ce qu'il y aura tellement d'exploration? Alors moi j'aurais tendance à dire que laissons le bénéfice du doute à BioWare et à Electronic Arts, puisqu'on a eu, et tu as eu l'occasion toi d'y jouer, JB. Alors même si c'était pas non plus une franche réussite, Dragon Age, qui lui aussi avait été très apprécié de son premier épisode, très décrié du deuxième, et qui avec son troisième épisode qui s'appelle Inquisition a bien redressé la barre. Enfin en tout cas voilà, a fait. Donc espérons que Mass Effect Andromeda soit un peu dans ce cadre-là. Ouais, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. IA, ils ont mauvaise réputation et ils font des trucs qui sont un peu, qui sont pas terribles, c'est vrai. Mais il y a quand même, je sais pas, un groupe de personnes derrière qui écoutent beaucoup les joueurs et qui répond aux attentes et qui améliore en fait, qui améliore au fur et à mesure. Mais on est typiquement dans le jeu en kit, hein. Chez eux, ils te sortent un truc comme ça, et en fait, j'ai l'impression qu'ils font un peu exprès, qu'ils attendent le retour sur les forums, et quand les gens se plaignent, bah voilà, ils te sortent le patch derrière où ils améliorent et ils te donnent ce que les joueurs veulent. Donc je sais pas, peut-être que c'est une stratégie commerciale, je sais pas, mais en fait de plus en plus aussi, c'est vrai que les gros studios pensent les jeux comme des jeux, ce qu'ils appellent les jeux service. C'est-à-dire ils vont vous sortir une proposition et ils vont vous évoluer comme tu dis, en fonction des retours de la communauté, ils vont faire évoluer le jeu dans un sens ou dans un autre, quoi. Donc on verra. Ça va arriver très vite. Alors, il me reste 3 jeux dont je vais vous parler très rapidement, puisque là, on n'a pas de date de sortie et autres. Donc, je voulais vous parler de Kingdom Come Deliverance, qui est un jeu développé par un studio tchèque qui s'appelle Warhorse Studios, qui est fait par des anciens qui ont notamment, si je dis pas de bêtises, travaillé sur Mafia 2, et qui propose de jouer un RPG dans le monde, notre monde, le 15e siècle, donc occidental, dans un monde médiéval, réaliste et non pas fantastique cette fois-ci, et qui a l'air extrêmement très plaisant en tout cas, et qui devrait sortir autour du milieu de l'année sans plus de précision. Un petit titre français qui a l'air très très prometteur, Absolver, qui est un jeu multijoueur et même en ligne, mais qui propose d'avoir un jeu typé beat'em all et action. Donc vous jouez des sortes de maîtres du kung-fu. Les retours du jeu. Alors c'est vrai que je suis assez dubitatif parce que je me dis un jeu en ligne où généralement le temps de réaction de réponse est très important. Dans le cadre d'un beat'em all ou d'un jeu de combat action, c'est quand même assez risqué. Mais apparemment c'est au niveau de la technique, ça a l'air de tenir la route. C'est très très épuré au niveau du style. C'est fait par un tout petit studio français. C'est édité par Devolver Digital, qui est très connu pour tous ces éditions de jeux indés, dont l'un des plus connus, Hotline Miami. Donc voilà, c'est pas non plus, s'ils sont derrière, c'est qu'ils croient au projet, donc c'est que c'est plutôt prometteur. Et en tout cas, la presse française a plutôt couvert le titre, puisqu'il a été présenté à l'E3 dernier. Et ça s'annonce plutôt prometteur. Voilà, on en reparlera quand quand on en saura plus. Et je voulais signaler quand même la sortie du temps attendu GOTY, ni plus ni moins, puisque Dark Souls 3, qui est sorti l'année dernière, va voir son dernier DLC sortir au printemps, et par la même occasion une réédition du jeu dans sa version jeu de l'année, donc avec tous les DLC inclus, sachant que c'est la conclusion, l'apothéose de la saga, qui à la fois s'est très bien vendu et pour beaucoup l'un des jeux de l'année dernière. Moi je suis de plus en plus fan de cette série, donc j'attends, maintenant j'ai bien saigné Bloodborne et j'attends de me faire le 3. Je vais prendre mon temps aussi pour le faire, et donc voilà, autant attendre la version GOTY pour ceux que ça intéresserait. Financièrement, forcément, c'est très intéressant, sachant que généralement les DLC des Souls sont c'est pas des petits DLC, ça vaut vraiment le coup. Et donc si vous êtes amateur ou curieux du genre, moi je saurais, si vous l'avez pas encore, je vous conseillerais d'attendre quelques semaines, quelques mois, parce que là ça arrive fin avril, et de vous plonger dessus. Et pour ceux qui ont déjà bien sûr tâté du jeu, si ça vous plaît, il y a les DLC qui vont sortir avec The Ringed City, donc qui est la conclusion de cette très belle saga, puisque From Software a dit vouloir s'orienter vers de
de nouveaux jeux, probablement donc une suite à Bloodborne, mais pour l'instant la série des Souls va, même si c'est une très belle série qui a très bien marché financièrement, ils veulent la mettre en pause et ils veulent tester de nouveaux genres, et ils ont dit vouloir s'orienter vers la science-fiction. Donc je suis très curieux de savoir ce que ce studio pourra faire avec maintenant un gameplay bien, je dirais bien peaufiné, puisque ça a évolué, ça a été amélioré à chaque Souls. Voilà, est-ce qu'ils vont partir sur complètement autre chose, ou est-ce qu'ils vont garder ces bases au niveau du gameplay pour créer de nouveaux univers qui sont toujours extrêmement passionnants pour peu qu'on s'y plonge. Voilà, réponse au prochain épisode, puisque dès qu'on en saura plus, je pense qu'on communiquera dessus. Et j'en ai fini, je rends l'antenne et le micro. Voilà, donc pour un petit horizon des différents jeux qui sortiront courant 2017. Donc quelques petits pistes d'orientation si jamais vous êtes intéressé par ces jeux. Donc on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio Faux Geek. Avec la liste ciné pour la prochaine fois. Oui, l'émission cinéma qui arrive prochainement. Tout à fait. Donc je vous dis à bientôt. À bientôt tout le monde. Salut. Au revoir.